Bonjour tout le monde et bienvenue dans MMA Club. Je suis content de vous retrouver là ce matin, de bon matin, en train de me promener. Si vous entendez des voitures ou des oiseaux, je suis désolé, mais je pouvais pas enregistrer chez moi parce qu'il y a le Covid et du coup je voulais pas déranger à la maison. Donc voilà, on est en petite promenade matinale, petit soleil levant, après une demi-nuit, après un superbe UFC 270 qui s'est soldé par des résultats un petit peu attendus, on va dire, qui sont un peu en accord avec ce que j'avais pronostiqué, donc je suis content. Pour celles et ceux qui ont suivi les pronos, les analyses et les stats que j'ai fait en podcast, il n'y a pas le premier combat parce que en fait je l'avais pas, il n'était pas prévu sur la main carte, donc voilà, je l'avais pas analysé. Donc c'était une petite surprise pour moi, Morales contre Giles. Donc quand ça a commencé, j'ai vu que Morales était à 12-0 et j'ai surtout vu que au moment où il passe le TKO sur Giles, Joe Rogan, il lui dit juste avant, enfin il dit au commentateur, il faut qu'il arrête de boxer avec Giles, il faut qu'il aille le chercher sur sa lutte. Et en fait, les 10 secondes après, bim, il le connecte, et il le fout au sol, c'est TKO brutal. Donc pour une fois, ça a donné tort à Joe Rogan, le spécialiste. Et c'était magnifique, c'était un bon TKO bien sec, bien venu de nulle part. C'était un combat qui était un peu tendu déjà d'entrée, donc c'était cool, c'était une belle entrée. C'était un beau premier combat en fait pour des combattants que je connaissais pas spécialement et qui étaient là en plus, qui étaient censés être sur prélim, donc c'est cool. Hop, je laisse passer une voiture, c'est cool, j'habite à la campagne. Donc pour le deuxième combat, c'était Stamann contre Saïd Nurmagomedov. Donc là, pas de surprise, hein. Moi j'avais pronostiqué Saïd Nurmagomedov. Je pensais que ça allait aller vite, mais je pensais pas que ça irait aussi vite que ça. Honnêtement, j'attendais un KO. Ou une décision au pire, mais je voyais pas Stamann gagner. Clairement, Cody Stamann, je l'ai dit dans l'analyse, Cody Stamann pour moi c'est terminé, c'est décision sur décision poussive, c'est compliqué. Là il tombait sur quelqu'un qui était ultra motivé, il était vraiment fit, il était shape, il était prêt pour ce combat. Franchement, la soumission, elle est arrivée, je l'ai pas vu venir, mais vraiment, c'est logique en fait. C'était vraiment logique. C'était un match-up compliqué pour lui, un peu voilà le style brawler, lutteur américain, un peu vieillissant. Je trouve que ces mecs-là vieillissent mal aujourd'hui. Et il sait pas se réinventer, il a pas su se réinventer quand il le fallait. Donc voilà, pour moi, c'est porte de sortie pour Starman. C'est un peu dur ce que je dis, hein, mais voilà, il apporte plus grand chose maintenant à la compagnie, donc je pense que pour lui c'est terminé. Donc on peut passer au troisième combat, très très intéressant, le co-main event, c'était Michel Pereira contre Fialho. Fialho, à la portugaise je prononce, je vais pas dire Fialo. Fialho. Alors, comme annoncé, encore une fois, je suis content parce que j'étais dans le juste, je pense, dans mon analyse initiale. Il fallait se méfier de sa boxe parce que le mec, il était venu pour mettre un TKO ou un KO au premier round. Il boxait droit, il avait une allure de boxeur, un peu sauce motaille quand même dans les déplacements. Il avait aussi franchement, il avait le regard noir. Le premier round, il était fixé sur la tête de Pereira. L'objectif, c'était de le décapiter. Moi, j'ai vu que beaucoup de gens donnaient le point, le premier round 19 à Fialho. Non, pour moi non. Ça reste Pereira qui menait les échanges hein, quand même. Il lui a placé un Superman Punch de l'espace, franchement incroyable. Pour moi, il a même pris le premier round, quoi. Donc pour moi, c'est 30-27, allez 30-28 ou enfin 29-28 vraiment. Mais pour moi, c'est 30-27 le résultat de ce combat. Il y a pas à discuter de ça, il y a pas à débattre. On a vu surtout dès le deuxième round la garde de Fialho qui a complètement changé. Son regard était plus baissé parce qu'il devait contrôler les kicks. Au premier round, il était complètement confiant. Au deuxième round, il était plus du tout le même homme. Donc ça, c'est les ajustements aussi de Pereira qui étaient les bons. Il est rentré mais comme une mule, comme un sac de frappe. Il lui est rentré dedans avec les genoux sautés, mais ça a fait super mal. Alors le moment déterminant, clairement, c'est le front kick dans le plexus. Il a coupé le souffle. Le combat a pris une autre tournure exactement à ce moment-là, surtout au niveau de la confiance, la dynamique, comme je reviens souvent là-dessus, la dynamique de combat a été complètement inversée. La confiance était complètement inversée. Et en fait, Pereira, il ne subissait plus. Il était dans le combat comme le dominant, alors qu'il était dominé.
Je pense que dans le premier round, il avait peur de se prendre une méchante droite qui allait l'éteindre. Il voulait pas perdre là-dessus. Alors moi, j'ai eu un petit peu peur dans le troisième. Je sais pas si vous avez capté, mais Pereira, il a tendance à mettre des coups un petit peu en dessous de la ceinture, on va dire, à mettre des coups un petit peu illégaux. Là, il a été très fair-play avec son adversaire et bizarre et bim. C'est tombé. Troisième round, 50 secondes avant la fin. Qu'est-ce qu'il lui met un kick dans les roustons. Donc super. Je me suis dit, l'autre il va nous faire une Diego Sanchez. Il va dire j'ai mal, j'arrête. Et il va gagner le combat par disqualification. Heureusement, Fialho, mental de guerrier, il savait qu'il perdait. Hein, et franchement, il a vraiment du mérite, respect, parce qu'il y est allé alors qu'il pouvait demander que le combat soit terminé. Il pouvait bluffer. Il est retourné au charbon et puis le combat s'est terminé. Bon ben voilà, franchement respect aux deux, c'était un super combat, c'était un super co-main. Voilà, chapeau, bravo aux deux, bravo à Michel Pereira. On passe au co-main event et ouais, Moreno contre Figueiredo. Alors là, qu'est-ce que je peux dire? Je me suis planté. Là, je me suis planté lamentablement. Voilà, donc mea culpa. Il n'y a rien à dire. Moreno, il est arrivé en champion, mais il n'a pas eu l'attitude de champion dans la cage. Oh putain, on entend un âne derrière moi, je sais pas si vous l'entendez, c'est incroyable. C'est énorme. Bref, Moreno, ouais, je sais pas, il y avait un truc avec l'attitude qui n'était pas celle du champion. Figueiredo est arrivé avec son équipe comme un gros champion. On aurait dit que c'était une armée de mecs qui débarquaient. C'était testostéroné, c'était voilà les mâles alpha. Voilà, moi j'ai dit des choses dures sur Figueiredo. J'ai dit qu'il n'avait plus le physique pour ce genre de combat. J'ai pas dit qu'il n'avait plus les capacités sportives ou les skills. Hein. J'ai dit qu'il n'avait plus le physique pour aller dans ce genre de charbon. Et clairement, je me suis trompé. Hein. Je vais pas chercher je vais pas parler allemand. Je me suis trompé. Franchement, c'était assez incroyable. Je lui donne la décision parce que je l'admets qu'il a gagné de toute façon. C'est clair et net. Pour moi, il y a rien à dire. Je crois qu'il a passé 3 ou 4 knockdowns. 3 c'est sûr, j'ai pas fait attention. À un moment j'ai été coupé, donc il y a un round, j'ai zappé un round pratiquement. Donc ça fait mal. Hein. En général, quand un champion va à la décision et que c'est relativement équilibré, on sait que c'est lui qui obtient la victoire. Là, j'étais pas du tout étonné que Moreno perde ce combat à la décision. Parce que clairement, Figueiredo, il avait le game plan qui était parfait. Sans compter que Moreno n'avait pas le game plan qui était parfait. Lui, il n'a pas protégé ses appuis. Il a pris beaucoup de kicks. Il s'est fait très mal aux chevilles, aux mollets. Franchement, il a vraiment subi. Donc quand t'as pas les appuis et que t'es un boxeur de prédilection, c'est compliqué. Voilà. Deuxième combat, c'était Moreno qui avait le game plan parfait. Et troisième combat, voilà, c'est Figueiredo. Alors celui-ci, il a été très fair-play. À la fin du combat, il a quand même call-out pour un 4e affrontement. Donc vraiment, il a des grosses corones, comme on dit. Parce que franchement, moi, j'aurais laissé la bête tranquille. Hein. J'aurais dit, c'est bon, je t'ai repris la ceinture, merci, au revoir, on passe à autre chose. Et non, lui, il y retourne, il redemande un combat, en plus au Mexique, chez lui. Donc là, c'est incroyable. Figueiredo, il m'étonne. Le mec, il m'a fait un like sur Instagram. Il m'a fait taire. J'ai presque l'impression qu'il m'adressait un message personnel, le mec. C'était presque pour moi. C'était genre Nico du MMA Club. Tiens, ferme ta grande gueule, bim. Donc voilà, chapeau à lui. Enfin, chapeau à tous les deux, mais vraiment respect à Figueiredo pour cette sortie parce que c'était une masterclass. Il y a rien à dire. Et on passe au main event, le main event de la soirée. C'est Francis Ngannou contre Cyril Gane. Je crois qu'on l'a assez dit, on l'a assez répété. Ouais, c'était vraiment le choc attendu. Donc voilà. Donc au début de la soirée, pour moi, le grand vainqueur, c'était Fernand Lopez, parce que au niveau de la vente des pay-per-view, au niveau de la formation des champions, au niveau de sa salle, c'est lui. En fait, c'est lui qui est sur le devant de la scène. C'est lui qui médiatiquement et qui, je pense, même financièrement, s'est mis bien pendant cet event. Je pense que c'est lui qui a été le grand vainqueur de qui que ce soit le vainqueur, c'était lui le grand vainqueur de la soirée, quoi. Sauf que moi, durant le combat, je suis pas coach, c'est compliqué, ce que je vais dire, c'est un peu prétentieux, mais j'ai pas apprécié tout ce qu'il a dit, dans le sens où j'ai trouvé Cyril très stressé. Je pense que, tu vois, les médias, genre, je vais pas dire de nom, mais voilà, il y a des médias, ils ont beaucoup trop
mis en avant la victoire. La victoire, la victoire, la victoire. Il faut que Cyril gagne, il représente la France. Nanana, nanana. C'était trop. Je sais pas si vous vous rappelez dans le podcast que j'ai fait d'analyse et de pronostic, j'ai dit si Cyril perd, ce n'est pas grave. Et lui-même, j'ai écouté l'interview qu'il a fait dans Collision là sur RMC. Lui-même, il a dit mais je peux perdre, c'est rien, je suis jeune, machin, j'ai pas d'expérience, c'est pas grave. Et le mec il lui répond mais comment ça c'est pas grave? Mais il n'y a pas de comment ça c'est pas grave. S'il te dit que c'est pas grave, c'est lui le sportif, c'est lui qui sait ce qui est grave ou pas pour la pression qu'il doit subir. C'est un truc avec lequel j'ai un peu de mal, c'est que là on n'a pas su, bon quand je dis on c'est ceux qui animent autour de ce combat, on n'a pas su en général prendre le recul nécessaire pour dire bah on peut perdre et c'est rien en fait, c'est juste de l'expérience. Putain mais il l'a dit lui-même à la fin du combat, c'était une expérience. Je veux dire, il avait encore cette lucidité pour s'excuser face à la caméra aux gens qui regardaient à la télé quoi. Et c'est pas normal en fait, il avait trop de pression. Quand on arrive à t'excuser juste après le buzzer, c'est que t'es trop stressé en fait, c'est pas possible d'en arriver là. Et ce que j'ai pas aimé donc avec l'attitude de Fernand Lopez, au 4e, il lui dit Cyril, je vais être direct, je vais être franc avec toi, on est en train de perdre le combat. Et je pense qu'il le sait en fait qu'il est en train de perdre le combat et que le problème il est pas là. Le problème c'est qu'il est stressé, il a pas de solution. Donc lui dire qu'il perd le combat, ça lui donne pas une solution si tu veux. Et voilà, donc je pense que peut-être je suis dans le faux, j'en sais rien, moi-même je suis à chaud, je veux dire, je suis fatigué, peut-être je dis une connerie, tu vois, mais je sais pas si c'est ce que j'aurais dit à mon gars qui est stressé, on aurait dit une biche sur l'autoroute en pleine nuit. Moi ça m'a un peu énervé en fait ce genre d'attitude. Je me suis dit calme-le quoi, ton champion, calme-le, dis-lui va au charbon, prends du plaisir. Essaye de toucher, fais des combinaisons, enfin je sais pas, un truc un peu positif. Là, pour moi, c'était pas le moment de lui dire Cyril, on est dans le dur, on est en train de perdre. Bah, je pense qu'il le sait en fait. Il vient de se faire rouler dessus par un mec de 115 kilos, enfin 120 même. Je pense le jour du combat, 120, 125. Franchement, je pense qu'il est au courant que ça fait 3 rounds qu'il subit au sol des takedowns, des prises de jiu-jitsu. Alors on va en parler. Les ajustements justement, souvent on dit Francis le brawler machin et tout, il a progressé contre Miocic. On va voir ce qu'il a à proposer et justement qu'est-ce qu'il a proposé. Eh bien c'est simple, Francis, le game plan pour moi initial, c'est-à-dire enfin pas initial mais le game plan sur le début du combat était le même que le game plan de Cyril Gane, c'est-à-dire que ça, c'est encore, je veux pas faire le mec, voilà, qui revient toujours sur lui-même, mais si vous avez écouté les pronos et les analyses que j'ai faites, j'ai dit le combat va démarrer dans le 3e round. Et là, le combat, il a démarré dans le 3e round. Alors Cyril, il a touché Francis dans le premier, dans le deuxième, gentiment. Pour moi, ça s'est soldé par des rounds d'égalité. Hein. On va pas dire que, pour moi, c'est pas des touches qui font que le round est perdu pour Francis. Il était pas inquiet, il savait ce qu'il faisait. Il était dans la gestion. Je sais pas si vous avez vu son attitude, sa gestuelle. Il n'était pas inquiet, il était sur ses appuis, il marchait littéralement, il avait les poings droits, comme un film de Van Damme, quoi. Et il marchait, il avançait, il reculait tranquillement, il avait même des fois il croisait les jambes, il n'était pas du tout raccord, on va dire, dans la gestuelle. Et pourtant, ça lui a permis en fait, en gros, d'économiser le moindre mouvement inutile. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en gros, il a passé 2 rounds à faire Lionel Messi, quoi. Donc voilà, tu perds le ballon, bah, qu'est-ce qu'il fait lui? Bah, il marche, tu vois, il récupère en gros. Donc il a passé 2 rounds tranquillement à ne pas s'essouffler. Alors il avait la bouche ouverte, mais il a toujours la bouche ouverte. Et là il était peinard. Il a passé 2 rounds peinard. Il avait juste à pas trop se faire toucher, à pas trop se prendre des calfs qui lui auraient déstabilisé les appuis. Donc là sur les 2 premiers rounds, on a un Francis Ngannou qui gagne en confiance là où Cyril aurait dû gagner en confiance. En fait, le game plan s'est inversé pour Cyril. C'est lui qui devait faire douter Francis en le touchant, en le piquant et en le frustrant. Et en fait, c'est lui qui a appliqué ce game plan à Cyril. Et c'est pour ça que Cyril, dans le 3e, il a commencé à encaisser des takedowns, à être essoufflé. Parce que c'est lui qui devait prendre des risques maintenant pour faire avancer le combat. Parce qu'encore une fois, quand tu veux aller à la décision, eh ben, il faut toucher. Il faut toucher bien plus que ton adversaire. On l'a vu avec Figueiredo. Il a dû passer 4 KO pour avoir la décision. Hein. C'était encore... pour moi, c'était pas discutable, mais aux yeux des juges américains, on les connaît, hein, ça aurait pu l'être. Donc voilà, en plus Francis, il a commencé à passer des takedowns, à être dominant au sol, je crois qu'il a passé 8 ou 9 minutes sur Cyril, c'est énorme. Donc voilà, déjà au 3e round, il y avait déjà un aperçu de ce que Cyril allait subir s'il n'ajustait pas le tir.
et il ne l'a pas ajusté. Ah, malheureusement, puisque dans son corner, les consignes étaient claires. Les consignes, c'était Cyril, tu perds le combat, fais quelque chose. Mais je pense que c'est pas tout à fait ce qu'il avait besoin d'entendre. Je pense qu'il s'est senti un petit peu seul pendant quelques minutes, Cyril. Voilà, en plus de ça, une fois au sol, on a vu que le gaillard Ngannou, qu'est-ce qu'il fait? Tentative de jiu-jitsu, un petit peu de lutte. Franchement, on l'attend. Encore une fois, comme contre Miocic, on l'attendait pas là. Ben là, c'est pareil. Le mec, il est arrivé avec un game plan inattendu. On l'attendait pas là. Il est allé toucher encore à des disciplines qu'il n'avait pas au départ. Alors, je sais pas si si vous vous rappelez dans le podcast des pronos que j'ai fait. Ouais, je pense pas que Cyril ira trop sur le jiu-jitsu, où je m'y attendais pas à ce que ça aille trop au sol et tout. Finalement, c'est Francis qui a fait ses amenés au sol, qui a réduit la puissance de Cyril vraiment à néant. Il a anesthésié toutes les tentatives. En fait, il l'a broyé mentalement. Il l'a broyé mentalement, il l'a broyé physiquement. Et à partir du moment où le gong a retenti à la fin du 3e round, eh ben pour moi, c'était terminé en fait. Cyril, c'est pas qu'il avait plus de cardio, mais il était en déficit de cardio par rapport à Francis qui avait économisé pendant 2 rounds. L'un était stressé, l'autre pas. L'un avait des solutions, l'autre pas. L'un avait la pression, la pression extérieure, mais la mauvaise pression extérieure, alors que Francis, il avait la bonne pression extérieure. Il est dans une situation où, qu'il gagne ou qu'il perde, soit il renégocie son contrat à la hausse, soit il se barre faire de la boxe pour gagner quelques millions avant de se mettre bien, avant d'être à la retraite. Il l'a dit, hein, lui, dans 2 ans, il est à la retraite. Il a dit, j'ai 35 ans, je vais pas faire ça encore longtemps. Voilà, il était en position confortable avant d'aborder le combat. Donc la pression, c'est Cyril qui l'avait, de Fernand, des médias, des Français. Les Français, c'était une bonne pression. On sait bien qu'on soit derrière nos sportifs, mais c'était compliqué en fait. Et moi, je reste sur ma ligne, je reste sur mon fil rouge du premier podcast, où c'est pas grave. Voilà, pour moi, c'est pas grave. Le mec, il aurait dû lui taper sur l'épaule au 4e et lui dire voilà, c'est une belle expérience, on est en train de perdre, mais fais-toi plaisir, accroche un round, voilà, enfin, mets-toi en confiance. Et là, je sais pas, ça m'a un peu refroidi en fait cette attitude. Je me suis dit, je sais pas, c'est bizarre, c'est pas. Est-ce que c'est moi qui d'habitude n'entends pas le corner ou je sais pas. Quoi qu'il en soit, franchement, chapeau à Cyril Gane parce que il avait une pression phénoménale. Il a tout donné. Hein. Clairement, il était mort à la fin du combat. Moi, je pense qu'il doit pas avoir de regrets. Il a fait ce qu'il avait pu avec ses armes à lui. Il avait franchement, ses jambes, c'est incroyable. À côté de celles de Francis Ngannou, elles étaient 2 fois moins grosses. Qu'est-ce que tu veux faire en fait? Le mec, il passe ton temps à faire la serpillière sur toi, à t'éclater au sol. Tu peux rien faire. Tu ne peux rien faire. Donc il a fait ce qu'il avait à faire. Il a fait au mieux et il n'a pas à regretter. Comme il dit, c'est des vacances payées. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec lui. Il faut évacuer toute forme de pression médiatique qu'il y a autour de ça parce que c'est malsain, c'est pas bon pour l'esprit. Ça pourrit l'esprit et ça s'est vu encore une fois. Moi là, j'ai été content d'avoir les commentaires américains. Franchement, parce que les commentaires français me dégoûtent. C'est fatigant, c'est toujours à base de c'est ce que je dis, oui, il devrait faire comme ci, il devrait faire comme ça. C'est fatigant en fait pour le combattant, c'est usant mentalement et je pense pas que ce soit la bonne solution. Ils ont besoin de repos. Regardez Derrick Lewis, il l'a dit lui-même. Quand il a combattu Gane pour la ceinture intérimaire, il a dit « J'avais pas la même pression que d'habitude, j'étais stressé à mort, j'étais chez moi et j'étais tétanisé. » Et ben c'est pareil, là c'était Cyril qui était tétanisé. Donc voilà, moi je pense qu'il faut laisser les athlètes un peu respirer et pas toujours leur mettre cette pression de la victoire. Parce que des fois, c'est rien, c'est juste une expérience et c'est toujours ça de prix. Voilà, donc je vais m'arrêter là parce que j'ai pas envie de me répéter après, de tomber dans des trucs un peu rabat-joie. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne fin de week-end. Profitez bien, allez faire un bon dodo maintenant bien mérité. Et on se dit à plus. Des gros bisous comme d'habitude.